J'étais seule ce soir de Noël. Complètement seule, assise à la table que j'avais dressée pour 16 personnes, à regarder la cire des bougies couler lentement, tandis que le silence de mon appartement résonnait comme une phrase. La dinde rôtie refroidissait au centre de la table, le gratin dauphinois formait une croûte dure sur le plat en porcelaine de ma grand-mère, et le gâteau de Noël que j'avais mis 4 heures à décorer restait intact, monument à ma propre naïveté. Personne n'est venu. Personne ne m'a prévenu. Personne n'a eu la décence de m'annoncer que le dîner de Noël en famille avait été déplacé. Je ne l'ai appris qu'en appelant Thomas, mon fils unique, et en entendant en arrière-plan les rires, le tintement des verres et sa voix. Véronique, ma belle-fille, qui présidait aux festivités comme si elle était la nouvelle matriarche d'une famille que j'avais bâtie de mes propres mains. Je suis ravie que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire. Je veux savoir où elle en est. Il me faut revenir au début pour que vous saisissiez l'ampleur de cette trahison. Pour que vous compreniez pourquoi ce Noël solitaire n'était pas seulement une cruelle exclusion, mais l'apogée d'un complot méticuleusement orchestré pour me dépouiller de tout ce que j'aimais. Je m'appelle Marguerite, j'ai 63 ans, et j'ai consacré 40 de ma vie à bâtir un héritage. Je ne parle pas seulement de la boulangerie artisanale que j'ai ouverte dans le Marais, quand Thomas n'avait que 3 ans, après la mort de mon mari Pierre, dans un accident de voiture, me laissant veuve avec un bébé et une montagne de dettes. Je parle d'un empire bâti pain après pain, croissant après croissant, aube après aube. La boulangerie Marguerite est devenue une véritable institution dans le quartier. Hommes politiques, artistes, familles entières faisaient la cône à la queue le dimanche pour acheter ma baguette traditionnelle et mes éclairs à la pistache. L'appartement de 3 étages au-dessus de la boulangerie, que j'ai rénové pièce par pièce à la sueur de mon front, était le cœur battant de notre famille. Chaque dimanche, sans faute, la table était mise pour le déjeuner. Thomas amenait des amis, puis des petites amies, et finalement, il a amené Véronique. Je me souviens parfaitement du jour où je l'ai rencontrée. Elle avait ce sourire timide et calculé, ses yeux qui semblaient admirer tout ce qui l'entourait, avec une révérence étudiée. Elle m'a confié avoir toujours rêvé d'une famille comme la nôtre, que sa mère était décédée lorsqu'elle était enfant et qu'elle n'avait jamais connu la chaleur d'un vrai foyer. Moi, naïve comme j'étais, je lui ai ouvert mon cœur. Quand Thomas m'a annoncé son intention de l'épouser, non seulement je l'ai soutenu, mais j'ai financé le mariage. J'ai payé l'intégralité des festivités, de la cérémonie discrète à la mairie à la réception dans le petit restaurant au bord de la Seine. Lorsqu'ils m'ont dit avoir des difficultés à louer un appartement, je leur ai proposé la chambre d'amis. C'était temporaire, m'ont-ils assuré. Juste le temps d'économiser. Ce qui était temporaire s'est transformé en 3 ans. Véronique a commencé à travailler à la boulangerie. Je pensais que ce serait une bonne chose, qu'elle apprendrait le métier, qu'elle pourrait un jour prendre en charge une partie de la gestion et me soulager. Je lui ai transmis toutes les recettes secrètes, tous les fournisseurs de confiance, tous les secrets de la pâte feuilletée parfaite que ma grand-mère m'avait appris. Elle a tout absorbé avec une intensité que j'ai prise pour de la passion. Ce que je ne comprenais pas, ce que ma confiance aveugle m'empêchait de voir, c'est qu'elle n'apprenait pas pour aider, elle apprenait pour dominer. Petit à petit, de manière si subtile que cela paraissait innocent, Véronique a commencé à semer le doute dans l'esprit de Thomas. J'étais trop autoritaire, disait-elle. Je ne leur faisais pas confiance pour prendre des décisions. Je les traitais comme des enfants. Je vieillissais et je devenais de plus en plus distraite, têtue, difficile. Thomas a commencé à me regarder différemment. Les conversations sont devenues plus courtes, plus tendues. Il a cessé de m'embrasser en arrivant et en partant. Il a cessé de me demander conseil. Et quand j'essayais d'aborder le sujet, il esquivait,
marmonnant quelque chose à propos de son emploi du temps chargé, du stress de Véronique au travail. J'ai ravalé ma peine et j'ai continué. Je continuais à me lever à 4 heures du matin pour faire du pain. Je continuais à payer les factures de l'appartement qu'ils partageaient gratuitement. Je continuais à faire semblant de ne pas voir les regards complices qu'ils échangeaient, les chuchotements qui s'arrêtaient dès que j'entrais dans la cuisine. Je me suis persuadée que c'était de la paranoïa, que j'exagérais, que l'amour maternel voit parfois des problèmes là où il n'y en a pas, jusqu'à Noël. 2 semaines avant Noël, Véronique est venue me voir avec ce sourire que j'avais appris à reconnaître, mais que je n'osais toujours pas nommer. C'était le sourire qu'elle arborait quand elle voulait quelque chose. Elle m'a annoncé avoir eu une idée merveilleuse pour le dîner de Noël. « Et si ?» suggéra-t-elle de sa voix mélodieuse. « On faisait quelque chose de différent ? Une fête plus intime, plus moderne, où chacun pourrait apporter un plat ? » Moi, hôtesse traditionnelle par excellence, j'étais surprise, mais j'ai accepté. Après tout, me suis-je dit, il était peut-être temps de passer le relais, de laisser la nouvelle génération perpétuer certaines traditions. Elle m'a serré dans ses bras avec un tel enthousiasme que je me suis sentie coupable de toutes les fois où j'avais douté d'elle. Elle m'a dit de ne m'inquiéter de rien, qu'elle et Thomas s'occuperaient de tout, que je méritais un Noël paisible, sans le stress des préparatifs, que je n'avais qu'à être là et profiter. J'aurais dû comprendre. J'aurais dû remarquer qu'elle n'avait jamais mentionné l'adresse, qu'elle n'avait jamais confirmé l'heure, que dans les jours précédant Noël, chaque fois que je posais des questions, elle changeait de sujet avec une habileté consommée. Mais j'étais aveugle, si désespérément accrochée à l'illusion d'une famille encore unie que j'ai ignoré tous les signes. Le matin de Noël, je me suis levée tôt comme d'habitude. J'ai enfilé ma plus belle robe rouge, celle que Pierre m'avait offerte pour notre dernier Noël ensemble. Et j'ai attendu. J'ai quand même mis la table, par tradition. J'ai allumé les bougies à 7 heures, comme d'habitude. À 8 heures, j'ai commencé à m'impatienter. À 9 heures, j'ai appelé Thomas. Il a répondu à la 5e sonnerie. Et j'ai tout de suite compris, au bruit de fond, que quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé où il était, et il y a eu un silence gênant avant qu'il ne balbutie qu'il était au dîner de Noël. J'ai demandé quel dîner nous avions, et la ligne est restée muette pendant un interminable moment, jusqu'à ce que j'entende la voix de Véronique en arrière-plan dire quelque chose d'incompréhensible. Thomas a alors marmonné une excuse pathétique, prétextant m'avoir envoyé un message que je n'aurais apparemment pas reçu, à propos d'un changement de lieu de dernière minute. J'ai raccroché avant qu'il ait fini de parler, car j'avais la gorge nouée. Je suis restée assise à cette table pendant 3 heures. Je n'ai pas pleuré. Je n'en étais pas capable. Je ressentais seulement un vide glacial s'étendre dans ma poitrine, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver et que toute la chaleur de ma vie s'en échappait. J'ai contemplé cette table somptueuse, les bougies qui fondaient, l'appartement où j'avais élevé mon fils seul, où j'avais bâti des souvenirs que je croyais indestructibles. Et j'ai compris que tout cela n'était peut-être que ma version de l'histoire. Peut-être pour eux, avais-je longtemps été un obstacle à éliminer. Quand je me suis enfin levée, à 11 heures du soir, je n'ai pas débarrassé la table. J'y ai laissé tout en place. Je voulais que cela reste là, un autel à ma propre naïveté, un rappel tangible de la nuit où j'ai compris que j'avais perdu mon fils. Mais le lendemain, l'incrédulité glaciale commença à se muer en quelque chose de bien plus dangereux. Je me suis réveillée avec une lucidité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je suis descendue à la boulangerie et pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas allumé les fours. Assis dans mon petit bureau à l'arrière, j'ai commencé à examiner des documents. Contrats, relevés bancaires, registres fournisseurs. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais je sentais que quelque chose clochait, quelque chose qui allait au-delà de la cruelle exclusion de Noël.
Véronique avait accès à la comptabilité de la boulangerie depuis 2 ans. Thomas avait insisté, disant qu'elle avait une expérience en administration, qu'elle pouvait moderniser nos systèmes, que je devais faire confiance à la nouvelle génération. J'ai commencé par les petites anomalies, des factures qui semblaient légèrement gonflées, des paiements à des fournisseurs que je ne reconnaissais pas entièrement. Ce n'étaient pas des sommes énormes, rien qui aurait immédiatement tiré la sonnette d'alarme, mais c'était constant, systématique. J'ai passé les 3 jours suivants enfermé dans ce bureau, à recouper les informations, à appeler d'anciens fournisseurs, à comparer les factures. Et puis je l'ai trouvé. Un compte bancaire que je n'avais pas ouvert. Un compte au nom de la boulangerie, mais que je n'avais jamais autorisé. Véronique y avait viré de petites sommes régulières pendant 18 mois. Au total, plus de 50 000 €. J'ai eu un frisson d'effroi, mais pas de peur. C'était autre chose. C'était le sentiment de voir enfin toute la situation, de comprendre que ce Noël solitaire n'avait pas été un acte de cruauté gratuite. C'était un coup monté. C'était le début de quelque chose de plus grand. 2 jours plus tard, j'ai engagé un détective privé. Ce n'était pas une décision impulsive ou émotionnelle. C'était réfléchi, froid, nécessaire. Je devais connaître toute l'étendue des faits, et mon intuition me disait que le détournement de fonds n'était que la partie émergée d'un iceberg bien plus vaste et sinistre. Le détective était un homme discret nommé Antoine, recommandé par mon avocat de confiance, Maître Beaumont, qui représentait ma famille depuis 30 ans. J'ai donné à Antoine accès à tous les documents que j'avais rassemblés et je lui ai demandé d'enquêter non seulement sur les finances, mais aussi sur les communications, les déplacements, les projets. Je voulais tout savoir, chaque mensonge, chaque manipulation, chaque étape de la conspiration qui, je le sentais, se tissait autour de moi comme une toile invisible. En attendant les résultats de l'enquête, j'ai gardé une façade de normalité qui m'a moi-même surprise par sa facilité. Thomas est arrivé à la boulangerie 3 jours après Noël, avec ce regard coupable à peine dissimulé qu'ont les enfants quand ils savent qu'ils ont mal agi mais n'osent pas l'avouer. Ah, il a marmonné quelque chose à propos d'un malentendu concernant le message, à propos de Véronique, qui avait insisté sur le fait qu'elle m'avait prévenu du changement d'adresse. Je l'ai laissé parler. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement hoché la tête et dit que ce n'était rien, que ce genre de choses arrive. J'ai vu le soulagement instantané sur son visage, la gratitude pathétique que je n'avais pas fait d'esclandre. Il m'a serré dans ses bras et je lui ai rendu son étreinte machinalement, sentant entre mes mains, non pas le garçon que j'avais élevé, mais un étranger qui avait choisi de croire les mensonges d'une manipulatrice plutôt que la vérité de sa propre mère. Véronique n'est même pas venue. Elle a présenté ses excuses par l'intermédiaire de Thomas, prétextant une migraine. Lâche. Antoine m'a appelé 1 semaine après le Nouvel An. Sa voix était grave, comme celle qu'on prend lorsqu'on s'apprête à annoncer une terrible nouvelle. Il avait découvert bien plus qu'un simple détournement de fonds. Il avait mis au jour une escroquerie de grande ampleur, documentée dans des courriels échangés entre Véronique et un avocat spécialisé en droit de la famille et des successions. Elle constituait un dossier pour me faire déclarer incapable de gérer mes propres affaires. Elle avait même réussi à obtenir un rendez-vous avec un psychiatre qui, d'après les courriels, était connu pour émettre des avis favorables moyennant des honoraires conséquents. Le but était de me contraindre à signer une procuration, donnant à Thomas le contrôle total de la boulangerie et de l'appartement. Et ce n'était pas tout. Véronique avait déjà des acheteurs potentiels. Elle comptait tout vendre dès qu'elle en aurait le contrôle légal, empocher l'argent et convaincre Thomas de déménager dans le sud de la France, où ils comptaient monter leur propre affaire, me laissant sans le sou. Quand Antoine eut fini de me raconter, j'étais assise dans mon fauteuil préféré, celui près de la fenêtre qui donne sur la rue. J'ai baissé les yeux et j'ai vu ma boulangerie, les gens qui allaient et venaient. La lumière chaude qui éclairait les étagères de pain que je confectionnais avec amour depuis 40 ans.
J'ai vu toute ma vie dans ce tableau. Et j'ai compris que Véronique ne cherchait pas seulement à me voler mon argent ou mes biens. Elle cherchait à m'effacer. Elle voulait faire de moi une vieille femme sénile qu'il fallait interner, dont l'existence n'était plus qu'un fardeau à éliminer. Elle voulait me voler non seulement mes possessions, mais aussi mon identité, ma dignité, mon histoire. À cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Au contraire, cela s'est durci, cela s'est cristallisé en une force tranchante et inébranlable. J'ai demandé à Antoine de poursuivre la surveillance, de tout documenter. Chaque courriel, chaque transaction, chaque mouvement. Il me fallait des preuves irréfutables, pas de simples soupçons. Pendant ce temps, j'ai entrepris mon propre travail discret. J'ai consulté M. Beaumont au sujet de mes droits, de la protection de mon patrimoine, de la préparation d'une défense non seulement solide, mais implacable. Il m'a conseillé d'agir vite, de transférer la propriété dans une fiducie ou de modifier les documents successoraux. Mais j'ai refusé. Pas encore. Je voulais que Véronique croie à avoir gagné. Je voulais qu'elle soit si confiante, qu'elle commette l'erreur fatale de franchir la prochaine étape. Car j'avais appris une chose importante durant ces semaines d'enquête silencieuse. La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est une partie d'échecs qui se joue avec patience. J'ai commencé à modifier légèrement mes habitudes. J'ai feint l'oubli. Il m'arrivait de laisser tomber des objets. Je répétais des histoires que j'avais déjà racontées. Tout cela était calculé pour alimenter le récit que Véronique construisait sur ma prétendue sénilité. Thomas l'a remarqué, et j'ai vu l'inquiétude grandir dans ses yeux. Mais j'ai aussi vu pire. L'espoir. L'espoir que Véronique ait peut-être raison, que sa mère soit peut-être vraiment en train de vieillir. Cela faisait plus mal que n'importe quelle trahison financière. Mais j'ai ravalé ma douleur et j'ai continué ma comédie. C'est à la mi-novembre, près d'1 an après ce Noël dévastateur, qu'Antoine m'a apporté la dernière pièce du puzzle. Véronique avait pris rendez-vous chez le psychiatre pour la première semaine de janvier. Elle comptait profiter du réveillon du Nouvel An pour ce qu'elle appelait dans ses courriels une intervention familiale. L'idée était de me confronter publiquement devant toute la famille, de présenter des exemples fabriqués de toutes pièces de ma supposée dégradation mentale et de me convaincre, sous la pression émotionnelle et sociale, de signer les documents déjà préparés. C'était brillant, je l'admets amèrement. Utiliser la structure familiale même que j'avais construite comme une arme contre moi. Faire de mon fils, de mes cousins, de mes neveux, tous témoins de mon humiliation finale. Mais elle avait commis une erreur capitale, fruit de l'arrogance. Elle avait sous-estimé la femme qui avait bâti un empire à partir de rien. Véronique me regarda et vit une veuve de 63 ans, fatiguée, peut-être un peu trop naïve, facile à manipuler. Ce qu'elle ne voyait pas, c'était la femme qui avait survécu à la mort subite de son mari à 23 ans, qui avait élevé seule un fils tout en créant une entreprise à partir de rien, qui avait affronté des crises économiques, une concurrence déloyale et 1000 difficultés qui auraient brisé des personnes plus fragiles. Elle voyait la façade que je leur laissais entrevoir, pas les fondations d'acier qui soutenaient tout. Je me suis entretenue avec M. Beaumont et Antoine, et nous avons planifié chaque détail de ma riposte. Il ne s'agirait pas d'une simple défense, mais d'une contre-attaque si précise, si dévastatrice, que Véronique perdrait non seulement tout ce qu'elle avait tenté de voler, mais serait anéantie par le piège même qu'elle avait tendu. La justice poétique, ai-je compris, ne consistait pas seulement à la démasquer, mais à utiliser ses propres armes, ses propres mensonges, pour orchestrer sa propre chute. Elle voulait me faire déclarer incompétente. Je retournerais cela contre elle. Elle souhaitait une intervention familiale, le soir du Nouvel An. Je transformerais cette scène en son tribunal. Monsieur Beaumont avait préparé un dossier complet. Chaque centime détourné, documenté par des relevés bancaires,
et des factures. Chaque courriel échangé entre elle et l'avocat corrompu, obtenu légalement grâce à des ordonnances judiciaires que nous avions obtenues sur la base d'indices préliminaires de fraude. Chaque mensonge qu'elle avait raconté à Thomas à mon sujet, contredit par des témoins, par des enregistrements de conversations où elle avouait la manipulation. Mais le coup de maître, la pièce maîtresse qui allait transformer tout cela en une véritable justice poétique, c'était mon idée. J'ai demandé à Monsieur Beaumont de mettre en forme toutes ces preuves dans un document qui ressemblerait, au premier abord, à une lettre de pardon maternel. Une lettre où je reconnaîtrais soi-disant mon incapacité croissante et remercierais Véronique d'avoir eu le courage de m'aider à voir la vérité. Une lettre où je demanderais à Thomas de m'aider à accepter la transition du pouvoir avec dignité. L'ironie était parfaite. Véronique s'attendait à ce que je signe les papiers de reddition le soir du Nouvel An. Au lieu de cela, ce serait Thomas qui lirait à haute voix, à toute la famille, la véritable confession. Pas la mienne, la sienne. Chaque mot de ce document semblerait, dans les premiers paragraphes, correspondre exactement à ce que Véronique s'attendait à entendre. Mais à mesure que Thomas lisait, ligne après ligne, la vérité se dévoilerait comme un poison lent. Les dates des détournements de fonds, les montants exacts, les noms des complices, les conversations où elle ridiculisait la famille qui l'avait accueillie, les plans détaillés pour tout vendre et m'abandonner. Et le plus dévastateur, les messages où elle se vantait auprès de ses amis de la facilité avec laquelle elle manipulait Thomas, de sa faiblesse, de son emprise totale sur lui. J'ai répété mon numéro pendant des semaines. Je feignais l'oubli. Je laissais Véronique croire qu'elle avait gagné. J'ai accepté son invitation au réveillon du Nouvel An chez elle, dans la maison que j'avais aidé à meubler, avec un sourire fatigué et résigné. J'ai vu la lueur du triomphe dans ses yeux quand j'ai dit oui, que je serais là, que j'étais prêt à parler de l'avenir. Elle m'a même serré dans ses bras, et j'ai senti la fausseté transparaître à chaque instant de ce contact. Mais je lui ai rendu son étreinte et j'ai murmuré quelque chose à propos du bonheur que nous nous comprenions enfin. Son sourire était celui d'une victoire anticipée. Le mien, dissimulé derrière un masque de fragilité, était celui d'un stratège sur le point de porter le coup fatal. Le réveillon du Nouvel An arriva avec une clarté glaciale. L'appartement de Thomas et Véronique était décoré de cette perfection artificielle qu'elle affectionnait tant. Guirlandes de lumière blanche et compositions florales onéreuses, sans doute payées avec l'argent qu'elle m'avait dérobé. J'arrivai à 8 heures, une bouteille de champagne à la main. Vêtue de ma robe grise la plus discrète, celle qui me donnait exactement l'air qu'elle voulait voir. Une vieille dame, fragile et désorientée. Toute la famille était déjà là. Mes cousins, mes neveux, même la sœur de Véronique, que je n'avais rencontrée que 2 fois, tous disposés comme un public pour le spectacle qu'elle avait orchestré. Thomas m'accueillit avec ce sourire crispé que je connaissais si bien. Il était nerveux, et je savais pourquoi. Véronique lui avait donné le scénario. Dans 1 heure, à minuit pile, il devait me parler avec douceur et amour de mon besoin d'aide. Les autres membres de la famille avaient eux aussi été préparés, abreuvés d'histoires sur mes oublis, mon entêtement, mon refus d'accepter le poids des années. Je lus dans leurs yeux ce mélange de pitié et de malaise. Personne n'aime voir une matriarche s'effondrer. Mais ils étaient tous là, prêts à faire ce qu'ils jugeaient bon pour moi. Nous avons dîné, nous avons discuté. J'ai joué mon rôle à la perfection, répétant une histoire que j'avais déjà racontée, confondant le nom d'un cousin, laissant tomber ma serviette à 2 reprises. J'ai vu Véronique et Thomas échanger des regards significatifs. Tout se déroulait exactement comme prévu. À 11h45, Véronique a proposé que nous nous réunissions tous au salon pour un toast spécial avant minuit. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé mon calme. C'était le moment. Thomas se leva, tenant une enveloppe dorée que Véronique lui tendait, avec un sourire encourageant. Il s'éclaircit la gorge,
visiblement mal à l'aise, et commença à parler de cette année de réflexion, de comment parfois aimer quelqu'un signifie l'aider à voir des vérités difficiles. J'acquiesçais doucement, comme si je ne savais pas où il voulait en venir. Il ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Les premiers paragraphes étaient exactement comme je l'avais prévu. Des mots sur la reconnaissance de ses limites, sur la gratitude envers sa famille, sur l'acceptation de l'aide avec humilité. Je vis Véronique se détendre, son sourire victorieux s'élargissant. Les membres de sa famille autour d'elle acquiescèrent avec une approbation compatissante. Mais Thomas tourna la page. Sa voix se mit à trembler. Les mots changèrent. Soudain, il lisait des dates précises, des montants en euros, des noms de comptes bancaires. Il fronça les sourcils, confus, mais contraint par la logique implacable du texte de poursuivre sa lecture. Je vis l'instant précis où la compréhension commença à illuminer son visage. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa voix trembla lorsqu'il lut à haute voix un extrait d'un courriel où Véronique décrivait son plan pour me faire déclarer incompétent. Elle le décrivait, lui, Thomas, comme un instrument facile à manipuler. Un silence absolu s'abattit sur la pièce. Véronique se leva d'un bond, tentant de lui arracher le journal des mains, mais Thomas recula, poursuivant sa lecture d'une voix désormais empreinte d'horreur. Il lut le récit des 50 000 € détournés, du psychiatre corrompu, des projets de vendre la boulangerie et de m'abandonner. Des messages où elle le traitait de faible, d'enfantin, de pathétique, parce qu'il se souciait encore de l'opinion de sa mère. Chaque mot était un coup de poignard, et je voyais mon fils s'effondrer sous mes yeux, non par faiblesse, mais sous le choc de l'ampleur de la trahison qu'il comprenait enfin. Véronique hurla que tout cela était un mensonge, que j'avais falsifié ses documents, que c'était typiquement le genre de choses qu'un sénile ferait. Mais Monsieur Beaumont, que j'avais stratégiquement invité à me tenir compagnie pour la soirée, se leva calmement et ouvrit sa mallette. Il me tendit des copies des relevés bancaires, des ordonnances du tribunal, des courriels authentifiés par des experts. C'était indéniable. La vérité était là, documentée, irréfutable, accablante. Thomas me regarda, et je vis des larmes couler sur son visage. Il tomba à genoux devant moi, tenant la clé de mon propre appartement, la clé que je leur avais donnée avec amour et qui m'était maintenant rendue avec honte. Il implora mon pardon en sanglotant, disant qu'il avait été aveugle, qu'il avait été lâche, qu'il avait trahi la seule personne qui avait toujours été à ses côtés. Je l'ai aidé à se relever, non pas parce que je lui pardonnais complètement sur le coup, mais parce qu'il restait mon fils et que je n'étais pas Véronique. Je l'ai regardé, dos au mur, sous le regard dégoûté et choqué de la famille qu'elle avait tenté d'instrumentaliser contre moi. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas insulté. J'ai simplement dit, avec un calme qui venait du plus profond de mon âme, qu'elle avait jusqu'à l'aube pour quitter mon appartement, que la procédure judiciaire débuterait lundi, que chaque centime lui serait restitué, intérêt compris, et qu'elle ne devait plus jamais prononcer mon nom. Les mois suivants furent consacrés à la reconstruction. Thomas divorça. Véronique fut poursuivie pour escroquerie et détournement de fonds, condamnée à restituer l'intégralité de la somme et à effectuer des travaux d'intérêt général. Elle perdit tout, y compris sa réputation. Quant à moi, je rénovai entièrement la boulangerie Marguerite. J'embauchai un jeune pâtissier talentueux, étoffai la carte et créai une gamme de produits artisanaux qui commencèrent à être vendus dans les épiceries fines de tout Paris. La boulangerie devint une institution, non seulement dans le quartier, mais dans toute la ville. À 64 ans, je bâtissais mon second empire, plus vaste encore que le premier. Thomas travaille avec moi maintenant. Il redécouvre la valeur de l'honnêteté, du travail et de la loyauté. Notre relation s'apaise. Certaines blessures mettent du temps à guérir. Mais il fait des efforts, et c'est ce qui compte.
j'ai appris que la confiance n'est pas une faiblesse. La trahison ne m'a pas rendue moins forte. Au contraire, elle m'a révélé une force insoupçonnée. La force, ce n'est pas ne jamais tomber. C'est se relever, se dépoussiérer et reconstruire de ses propres mains quelque chose d'encore plus beau que ce qu'ils ont tenté de détruire. Voici mon histoire. L'histoire d'une femme qui a passé Noël seule, mais qui, le soir du Nouvel An suivant, a reconquis non seulement sa place, mais aussi sa dignité, son héritage et sa vérité.